Bonjour, chronique littérature aujourd'hui et Lovecrafterie. Je vais parler d'un fanzine, je vais parler du numéro 37 de Lovecraft Studies qui a été publié par Necronomicon Press à l'automne 1997 et qui fait 37 pages. Ce sont des petits fanzines, quoique denses. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas replongé dans mes vieux fanzines Lovecraftiens. Alors pourquoi pas maintenant? Du coup, hop, la 37e livraison, automne 1997, de Lovecraft Studies, le fanzine publié par Necronomicon Press, sous la houlette du spécialiste d'entre les spécialistes, S.T. Joshi. Et c'est peu dire que cette revue a contribué de manière essentielle à la critique Lovecraftienne dans les années 80-90, en opérant à vrai dire une certaine révolution. Et c'est bien de critique qu'il s'agit ici, à la différence de l'autre fameux fanzine Lovecraftien qui était Crypt of Cthulhu, publié par Robert M. Price. Lovecraft Studies, comme son nom l'indique en même temps, ne contient en principe jamais de fiction, de poèmes, etc. d'esprit Lovecraftien, mais seulement des études visant à analyser la vie et l'œuvre de Lovecraft, cela dit sous des prismes éventuellement très différents. La présente livraison comprend 5 études et s'achève sur les traditionnelles chroniques d'ouvrages liés d'une manière ou d'une autre à Lovecraft, et cette manière peut être assez acrobatique. On témoigne ici la recension par Ben P. Indick, consacrée à une publication très discrète et c'est peu dire, tirage limité à 100 exemplaires, l'édition par le collègue Kenneth W. Fake Jr., un habitué de la revue et l'auteur d'un des articles de ce numéro, du roman de Franklin Chase Clark, Susan's Obituary, le dit Dr. Clark, ayant été l'oncle de Lovecraft et quelqu'un qui a beaucoup compté dans sa vie comme dans son éducation jusqu'à sa mort en 1915. En ce qui me concerne, le point le plus intéressant de cette chronique porte sur le contenu éventuellement libéral de ce roman, ce qui est dit de la condition des femmes, thème central a priori, mais aussi du racisme et de l'antisémitisme, dans le contexte narratif de la guerre de sécession, est aux antipodes de la pensée du neveu sur ces questions. Il a hérité bien des choses de son oncle, qu'il admirait profondément, mais visiblement rien de tout cela. J'imagine que cela vaut d'être noté. Il ne fait aucun doute que le racisme et l'antisémitisme de Lovecraft tenaient beaucoup au milieu dans lequel il avait été élevé, et rien que de plus normal, mais il est toujours bon de rappeler que le déterminisme en la matière n'est pas aussi absolu qu'on le prétend parfois, moyen bien trop facile de glisser hâtivement sous le tapis les sujets qui fâchent pour en refuser l'examen. De fait, dans ce milieu et dans la proximité immédiate du jeune Lovecraft, des figures véritablement tutélaires pouvaient avoir des opinions bien différentes. La deuxième recension porte sur une édition de quelques œuvres de Lovecraft, grand public, l'éditeur est Dell, et pourtant soigneusement annotée par le patron S.T. Joshi. Le chroniqueur Scott David Briggs ne tarit bien sûr pas d'éloges sur cette entreprise, qu'il jugeait alors inattendue, tout en relevant une abondance de coquilles regrettables du genre qui aurait fait hurler Lovecraft lui-même, et à vrai dire probablement tout autant S.T. Joshi, qui à cette époque avait beaucoup travaillé sur une édition définitive des textes Lovecraftiens, jusqu'alors constellés de bien trop nombreuses bévues. Pas grand chose de plus à en dire, si les considérations de l'auteur sur le paratexte cinématographique sont amusantes, passons au gros de ce numéro avec les 5 études qu'il contient. La première est due à Paul F. Mantelone, que j'avais régulièrement lu dans les numéros de Lovecraft Studies précédant immédiatement celui-ci, où il se livrait généralement à des analyses de quelques textes Lovecraftiens au prisme de la philosophie de Schopenhauer essentiellement, avec un peu de Nietzsche pour faire bonne mesure. C'est à nouveau ce qu'il fait dans The World as Has a Sauce and Nothing Besides, étude du sonnet Azathoth, issu des Fungi de Hugot. Hélas, j'y ai pas mal retrouvé les défauts signalés dans mes chroniques des précédents articles de cet auteur brodant sur le thème. En fait d'analyse, nous avons beaucoup de paraphrases, problème rendu plus sensible par le ton de l'auteur, tour à tour naïf et un brin pontifiant, cocktail fatal. Au fond, nous n'apprenons pas grand-chose dans cette étude, probablement celle qui m'a le moins parlé dans ce numéro. Robert H. Fogg se montre plus convaincant dans The Outsiders, The Autodidacts and Other Professions, un article davantage ambitieux, si je ne crois pas adhérer à tous ces développements. Initialement, cette communication s'intéresse au fait que Lovecraft, s'il était assurément un homme cultivé, était aussi, et de son propre aveu et par la force des choses, un autodidacte. L'auteur y voit, et je crois à raison, un trait essentiel de la personnalité de HPL et qui a eu une influence considérable aussi bien sur sa vie que sur son œuvre. Je ne suis pas certain d'abonder dans le sens de l'auteur quand il brode sur ce thème pour souligner les paradoxes de Lovecraft au regard de la qualité même d'autodidacte et surtout de ce que cela implique au regard des mentalités américaines censément typiques. Mais il me paraît plutôt convaincant quand il décrit la confrontation de divers types de savoirs incompatibles et plus encore quand il s'interroge sur la qualité nécessairement communautaire du savoir et de l'éducation, contre l'idée d'une éducation purement par les livres qui ne saurait être aussi solitaire qu'on le prétend parfois. Au-delà, Robert H. Fogg me paraît relever divers points intéressants dans la vie comme dans l'œuvre de Lovecraft qui confèrent une certaine assurance à son discours.
Puis, dans un second temps, l'article analyse la nouvelle Je suis d'ailleurs, The Outsider donc, au regard de cette problématique, de la valeur du savoir, de son caractère communautaire, etc. Il a toujours été tentant de souligner le contenu autobiographique de cette nouvelle très allégorique, ce qui ne surprendra donc personne. Je dois dire que l'auteur y trouve là encore de quoi asseoir son discours en montrant comment les limites de l'apprentissage autodidacte étaient perçues tout à fait consciemment et douloureusement par Lovecraft, et en même temps comment il pouvait développer, plus ou moins consciemment cette fois, et parfois confusément pour le coup, une sorte de rhétorique affirmant dans certains cas les vertus de l'apprentissage autodidacte, mais aussi et enfin comment ce caractère pouvait finalement être tout à fait partagé par nombre de membres de l'entourage de Lovecraft, mais aussi par ceux qui, bien plus tard, se sont penchés sur son œuvre, et éventuellement pour l'étudier à leur manière dans un cadre non académique, ce qui vaut pour l'auteur lui-même, à vrai dire pour la majorité des associés de Lovecraft Studies, mais tout autant des lecteurs de la revue comme votre serviteur, et bien peut-être vous aussi, chers hypothétiques lecteurs. Sous cet angle, les outsiders forment entre eux une communauté d'insiders, un point sur lequel on reviendra peut-être plus loin. Une communication intéressante. Quelque chose de bien différent ensuite et d'incomparablement plus court et précis, avec Lovecraft and the Whitman Memoir de John Kipling Yeats. Pas vraiment d'analyse à proprement parler ici, mais plutôt une archéologie des sources. L'auteur s'intéresse au nom du principal protagoniste de Les Rats dans les murs, Walter de la Poor. On sait depuis fort longtemps que ce patronyme, éventuellement tourné de la Poor, renvoyait à Edgar Allan Poe lui-même, le dieu de Lovecraft, dans une nouvelle très marquée par son influence. Mais l'auteur entend se montrer plus précis en recourant au mémoire Edgar Poe and His Critics, œuvre de Sarah Ellen Power Whitman, publiée en 1860. L'autrice était une intime de Poe et avait avancé devant lui que le poète et elle-même étaient peut-être liés généalogiquement par des ancêtres irlandais portant le nom de Le Poor. Cette hypothèse semble très improbable si l'on en croit les spécialistes, mais ce n'est pas ce qui importe ici. Ce qui compte vraiment, c'est que Lovecraft, en concevant son personnage, son milieu, etc., semble à plusieurs reprises faire allusion à ce type d'éléments généalogiques contenus dans le Whitman Memoir sur l'origine du nom, la destinée des différentes branches de la famille, etc. Au sortir de cet article, l'idée que Lovecraft a pu piocher dans ce document pour concevoir sa nouvelle paraît assez raisonnable et même plutôt convaincante. Ceci étant, je n'oserais pas m'engager plus avant ici, ne serait-ce que parce que je ne sais rien de la biographie de Poe et que tout cela me semble bien lointain. C'est l'exemple typique d'une micro-étude des sources qui a sa valeur propre indéniable, mais n'intéressera véritablement que les plus pointilleux des exégètes. Cela dit, comme tel, c'est tout à fait à sa place dans Lovecraft Studies. Kenneth W. Fake Jr. donc livre ensuite un article sobrement intitulé Lovecraft's E, qui porte donc sur la nouvelle Lui. L'auteur a quelque chose de militant ici. Il sait parfaitement, et comment pourrait-il ne pas le savoir, que cette nouvelle de 1925 est généralement délaissée par les amateurs de Lovecraft, et semble-t-il par Lovecraft lui-même, comme étant particulièrement médiocre, voire tout bonnement mauvaise. Il sait aussi très bien que cette nouvelle est en revanche beaucoup, voire systématiquement citée par les amateurs pour son contenu autobiographique, notamment ses premiers paragraphes, l'illustration la plus vibrante de la crise vécue par Lovecraft à New York et du besoin devenu vital de s'en échapper pour retourner à Providence. Tout cela doit être disséqué et l'auteur s'y applique, mais il entend par la même occasion rehausser un peu le prestige de ce texte en y voyant d'autres qualités n'ayant pas seulement trait à ce caractère autobiographique. En fait, il y voit une œuvre de transition faisant la jonction, avec quelques autres, dont surtout Horror à Red Hook, nouvelle immédiatement contemporaine, entre le Lovecraft d'avant New York, auteur fantastique relativement classique et très imprégné notamment de Poe, pour autant l'auteur se refuse à ne voir dans lui qu'une banale histoire de vengeance surnaturelle, et celui tout juste revenu à Providence qui allait aussitôt connaître la phase la plus productive et brillante car singulière de sa carrière d'auteur de fiction. Tout ceci se tient bien sûr, et à vrai dire cela n'a rien de neuf. Maintenant, disséquer la nouvelle avec ses divers sujets d'analyse en tête est intéressant et plutôt bien fait. On notera que cette communication sur un point très précis, le bâtiment décrit par Lovecraft dans la nouvelle, relève ponctuellement d'une archéologie minutieuse des sources qui vaut bien celle de John Kipling Yeats dans l'article immédiatement précédent. Cet article se lit bien, il est bien fait, il est intéressant, mais de là à conclure que lui a un intérêt véritablement littéraire au-delà de son seul contenu autobiographique, je crains de ne pas pouvoir aller jusque-là. Reste à envisager Lovecraft and Interstitiality, article dû à Donald R. Burleson, assurément un des très grands noms de la critique Lovecraftienne, mais un, dois-je dire, qui ne m'a pas toujours convaincu. Essentiellement, il est vrai parce que ses considérations post-structuralistes et ou déconstructivistes, etc., passent le plus souvent largement au-dessus de la tête de votre ignare serviteur. Aussi ai-je toujours la goutte de sueur au front, sinon la migraine qui vient quand j'entame la lecture d'un de ces articles. Mais pour le coup, celui-ci est bien passé.
Il faut dire qu'il n'a probablement pas grand-chose de révolutionnaire. Si Burleson emprunte ici à des sources aussi bien anthropologiques, philosophiques, critiques, etc., c'est pour asseoir une idée somme toute banale, celle voulant que l'horreur naît souvent du caractère interstitiel, c'est-à-dire de l'impossibilité de ranger le phénomène en question dans une catégorie ou une autre. La transgression, le fait de se situer en dehors des catégories clairement identifiables et ou entre ces catégories, est ce qui produit le sentiment d'horreur, avec un caractère tabou d'impureté le cas échéant. Rien de bien neuf ici, mais Burleson, qui insiste sur le fait que la multiplication des catégories, bien loin de résoudre le problème, ne le rend que plus sensible et envahissant, illustre cette problématique avec un grand talent et beaucoup de conviction, tout en relevant que cette question des catégories et de leur flou est probablement en porte-à-faux avec la pensée des constructivistes. Ceci en sélectionnant d'assez nombreux textes de Lovecraft pour voir comment l'impossibilité de catégoriser, qui relève souvent de l'hybridation, avec les éventuelles connotations racistes associées, mais Burleson s'y arrête finalement guère. Le cauchemar d'Innsmouth d'ailleurs, le texte peut-être le plus évident à cet égard, n'est que très hâtivement évoqué dans une note de bas de page. Il s'agit donc de voir comment ce trait majeur est caractéristique de l'horreur Lovecraftienne. Ceci de manière très concrète donc. J'ai trouvé particulièrement intéressante l'analyse du monstre sur le seuil à cet égard. On y trouve aussi sans surprise Je suis d'ailleurs, et l'auteur, dans la foulée de son épouse Molly Alberson, part du principe que l'outsider est en fait une femme, ce qui me laisse un brin perplexe à vue de nez. Mais aussi de manière plus abstraite, dans les thèmes plus largement exploités de manière presque obsessionnelle par Lovecraft, sachant que le flou des catégories peut tout autant s'appliquer, au-delà des exemples primordiaux tenant à la race ou à l'espèce, au temps, au genre, à la mort, etc. Je ne suis pas certain de suivre Burleson dans ses derniers développements quand il en déduit des traits censément caractéristiques du cosmos lui-même, sans doute parce qu'ils me paraissent constitués comme une faille dans le modèle classique de la critique Lovecraftienne, profondément intégré, à savoir celui de l'indifférentisme cosmique. Mais tout cela est très intéressant, comme l'a été ce numéro dans son ensemble. J'ai apprécié de revenir à ce fanzine et vais tâcher de poursuivre l'expérience dans les temps difficiles qui viennent, probablement en alternant Lovecraft Studies et Crypt of Cthulhu. On verra bien.